Et bonsoir, nous sommes le 14 décembre à Paris, il est 19h, bienvenue dans Tunnel. Vous êtes avec Anna Toumazov comme toutes les semaines et cette semaine, j'ai adoré opérer un grand tri dans mes livres, repérer ceux qui étaient annotés, cornés, marqueurs de temps et de différentes strates de ma vie, imbibés d'alcool, de larmes ou de café, vestiges de villes habitées, d'amour passé fané, de visages regrettés, de vies oubliées et de tous les mois que j'ai été. Et j'ai détesté me rendre compte avec douleur que la SNCF ne propose tout bonnement pas de train pour que les sudistes condamnés à vivre à Paris puissent rentrer chez eux à Noël. Et je sais bien parce que je regarde à compter du vendredi matin parce qu'il y a quand même une émission jeudi soir prochain. Et mes seules options là, c'est l'avion, le train. Donc train qui arrive le soir du réveillon à minuit 30 en ville alors que je suis de la campagne, ou tout simplement un petit Noël à la fraîche toute seule loin de mes grands-parents. On remercie donc la fragilisation du système de transport en France depuis, évidemment. J'espère que vous aurez des cadeaux que vous n'aimez pas à Noël et qu'on vous filmera de très près quand vous les ouvrirez. Ce que j'ai découvert cette semaine, c'est Paris toujours. Et mon obsession demeure de pouvoir classer chacun des arrondissements un par un, dans l'ordre et savoir le faire au plus vite. Et j'ai pas mal d'unpopular opinion à ce sujet. Et enfin, pour ce que j'ai écouté en boucle, c'était des musiques qu'on chante à tue-tête normalement parce que je suis trop souvent toute seule à parcourir justement tous ces arrondissements. Et maintenant que je vois le Covid et autres grippes revenir, je me dis que le seul truc que je regrette bien de ces époques de pandémie, c'est bien les masques et tout ce que ça cachait. Vous vous souvenez quand on pensait presque que ce serait la fin du monde, alors que finalement c'est beaucoup plus drôle de le faire brûler. Et heureusement, il se passe des choses quand même à ce sujet, autre que le Black Friday qui encourage à toujours plus consommer et polluer. Cette semaine, il y a eu donc la fin de la COP28 qui mentionne enfin la sortie des énergies fossiles et 2-3 bons signaux. Mais nous qui ne dirigeons pas, qu'est-ce qu'on en peut ? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour l'environnement ? Et donc je trouvais pertinent de poser des questions à ce sujet dans le contexte, surtout pour vous tous qui cherchez peut-être des cadeaux de Noël plutôt que finir par errer dans les rues le 24 décembre. Je le dis parce que ma famille est vraiment PDG de ce type de comportement, c'est-à-dire vraiment se retrouver à courir dans les rues d'une ville et à s'embrouiller dans les files d'attente pour avoir les derniers cadeaux qui restent. Ou vous pouvez aussi ne juste pas le fêter comme moi à cause de la SNCF. Mais en tout cas, si vous vous questionnez sur quel cadeau offrir pour finalement un peu respecter l'environnement et ne pas plus le tuer, eh bien on va pouvoir en parler ce soir. Et donc pour parler de ces thématiques cruciales d'environnement, je me suis très bien entourée. Tout d'abord, à ma droite, Jude Ferrari. Est-ce que tu peux te présenter ? Yes, hello, moi c'est Jude, je suis la créatrice de Maison J. Simone qui est une marque française qui a environ 2 ans et demi et le but c'est de rendre l'absurde chic. C'est bien résumé. Pour quelle raison est-ce qu'on a pu faire cette connexion ce soir ? Quelle est ta façon toi de créer ? Par exemple, la marque, tout est parti d'une chemise qui est upcyclée, c'est-à-dire qu'on part d'un vêtement neuf pour lui donner une nouvelle vie, lui donner une nouvelle histoire et le transformer. C'est une pièce qui s'appelle la ombro, qui veut dire épaule, et qui vient aussi de ombré, qui veut dire homme. Et en fait, c'est une chemise d'homme que j'ai transformée pour le vestiaire féminin. Ok, avec succès. En tout cas, elle plaît. Et c'est chouette. À ma gauche, Jules sur les réseaux sociaux, Jules comme César. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonsoir à tous, je suis entrepreneur et créateur de contenu. Sur les réseaux sociaux, sur un compte qui s'appelle Jules comme César, je fais des recommandations culturelles, littéraires et je parle d'écologie. J'ai aussi une casquette d'entrepreneur en tant que fondateur d'un jeune groupe média qui s'appelle Le Crayon, qui opère le premier média de débat sur les réseaux sociaux, Le Crayon, disponible sur toutes les plateformes, et Les Pépites de France, un média qui valorise la singularité française, le tourisme naturel, culturel, culinaire, l'art de vivre, les entreprises ancrées. Donc on va pouvoir le voir, des connexions aussi avec évidemment ces questions environnementales. Jules, à ta gauche, Flora Guébali. Est-ce que tu peux te présenter, Flora ? Oui, bonjour, bonsoir à toutes et tous. Moi, je milite à temps plein pour une écologie universelle et inclusive. Et je fais ça à travers différents canaux. Le premier, c'est que j'ai créé une entreprise qui s'appelle Coalition
et qui accompagne les organisations à se transformer pour être plus écolo et même carrément changer de nature et de modèle économique. Et à côté de ça, j'écris des livres. J'ai écrit un livre sur l'écologie universelle inclusive, sur la même chose. Et je parle beaucoup dans les médias. Ma spécialité dans les médias, c'est quand même de parler avec des boomers climato-sceptiques. Je crois que c'est une partie de mon job. Mais on va beaucoup parler de toute façon de comment est-ce que les mentalités actuellement évoluent, parce que chaque petit pas compte sur ces questions assez urgentes. Et donc c'est bien aussi que tu sois parmi nous, parce que tu es une habituée du débat. Et je l'ai dit sur Instagram, je suis née sur le bassin d'Arcachon et j'ai eu le plaisir de voir l'entièreté de la dune du Pilat brûler l'été. Non, c'était pas l'été passé, c'était l'été d'encore avant, je crois. En tout cas, on a ça. Je parlais aussi avec une des personnes dont j'ai la chance qu'elle m'assiste en production sur cette émission, qui me disait que le glacier de son enfance était en train de fondre. Donc effectivement, il y a des changements assez palpables parfois au niveau environnemental. Est-ce que vous avez déjà pris autour de la table une claque écologique, quelque chose qui vous a fait dire « Ouais, en fait, il y a vraiment un souci et je m'en rends compte de façon palpable, ce n'est pas que dans les médias ». Moi, je peux parler d'une expérience il y a 2 ans, à l'été 2022. Les canicules, les feux de forêt, les inondations que j'ai vues à la télévision rapportées depuis la Belgique, la Chine, Londres, et pas que justement des territoires lointains, mais y compris proches de la France, et en France, dans le sud de la France, m'ont beaucoup interrogé, d'autant que la maison dans laquelle j'ai grandi à Strasbourg se situe en zone inondable, et je me suis représenté moi-même face à ce désastre des catastrophes naturelles qui se multipliaient. C'est ajouté à cela la découverte d'un documentaire sur Netflix qui s'appelle Seaspiracy, comme la conspiration, mais avec un jeu de mots avec la mer en anglais. Un documentaire qui parle du problème de la surpêche, que j'ai découvert comme étant un problème, d'après ce documentaire, plus grave que la pollution plastique pour les océans. On épuise littéralement les ressources halieutiques, donc les poissons, en pêchant trop. Et ça m'a poussé à devenir cette espèce de double déclic, à cesser de manger du poisson et à prendre, et de la viande par la même occasion, et à prendre un virage écologique plus important. Flora, je te vois hocher la tête. Oui, parce que Seaspiracy sur Netflix, si vous êtes abonné, c'est top. Et il y a aussi Cospiracy, donc le même jeu de mots, mais avec les vaches. Le premier opus dont Seaspiracy est la suite, il me semble. Qui est sur la viande, parce qu'il y a souvent le débat... je vais quand même pas arrêter de manger de la viande. Et ben regardez Cospiracy et on s'en reparle juste après. Moi, je suis urbaine, j'ai grandi à Paris et malheureusement, j'ai pas cette connexion avec la nature, d'avoir vu mon village d'enfance. Je trouve que dans les récits écolos, les urbains, on est un peu exclus, alors que nous aussi, on est concernés par ce problème. Et c'est vrai que moi, j'ai appris la crise écologique. J'ai pas vu le glacier de mon village d'enfance ou une inondation dans ma ville arriver. Mais par contre, j'étais en cours de droit et j'écoutais de droit international quand j'étais étudiante. Et j'écoutais d'une oreille jusqu'à ce que la prof dise il va y avoir 1 milliard de réfugiés climatiques à horizon 2050. Et donc j'ai levé la main pour lui dire qu'un milliard, elle se trompait. 1 milliard, c'était à l'époque, on disait qu'on était 6 milliards. Donc je lui disais 1 milliard, vous vous trompez, madame, avec mon arrogance. L'élève la plus insolente de l'amphi. Avec mon insolence légendaire, madame, 1 milliard, vous voulez dire 1 million. 1 milliard, c'est 1 sur 6, c'est pas possible ce que vous racontez. Et elle a dit, si, c'est les prévisions, c'était même pas un cours de droit de l'environnement, c'était un cours de droit international. Et donc, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en ce moment, le sujet immigration est quand même sur la table et l'année dernière on a quand même eu une semaine de polémique parce qu'il y avait 250 migrants sur un bateau qui s'appelait l'Ocean Viking et que toute la classe politique débattait sur faut-il les accueillir, oui, non. Donc 250 personnes. Et moi dans ce cours il y a quelques années j'entendais 1 milliard, donc une personne sur 6. Et moi c'était en 2013, c'est là que je me suis dit en fait ma génération, le réchauffement climatique, ça va être le plus gros sujet, puisque
une personne sur 6 va devoir déménager. Et en fait, ça a changé à vie, enfin en tout cas, ça fait plus de 10 ans et ça n'a pas bougé depuis, ma vision du monde et ma vision des choses. Donc c'était pas au début une écologie peut-être du cœur ou de la sensation, comme les personnes qui sont vraiment touchées parce que ils le vivent dans leur chair, parce que leur territoire est touché, mais c'était une écologie politique. Après, dans les villes, de toute façon, avec justement, la pollution monte plus vite et tout, c'est quelque chose aussi qui peut en plus être palpable. Mais c'est vrai que oui, nous, on a tous des récits dans des milieux plus ruraux qui sont intimement liés à l'enfance. Et il y a tout un côté un peu plus larmoyant et même qui peut servir à convaincre d'ailleurs aussi autour de nous, notamment les plus âgés. Ça, on va y revenir. Comment convaincre les grands-parents ou le tonton un peu climato-sceptique du bout de table. Jude... Maui ou Manon d'ailleurs, on va voir comment on te présente. Est-ce que vous avez de l'éco-anxiété ? C'est-à-dire un gros stress qui vous saisit quand vous entendez finalement les nouvelles, justement, ces chiffres, 1 milliard de réfugiés climatiques d'ici 25 ans. Est-ce que c'est des choses qui vous angoissent au quotidien ? J'y vais. Moi, c'est quelque chose qui quand j'ai commencé en fait à m'intéresser surtout à ce sujet-là, via la mode, c'était ma porte d'entrée. C'est un sujet effectivement qui commençait à énormément me stresser. Et en fait, je me suis rendu compte que même c'était pas forcément la solution de stresser comme ça énormément et d'être complètement angoissée par rapport à ça. Tu es coincée, peut-être ? Exactement. Tu as besoin d'aide. Je suis dyspraxique. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Tu avais besoin d'aide sur ce sujet. Le sujet de la mode, qui est un sujet, je crois que c'est une des industries les plus polluantes, effectivement, sur l'usage de l'eau, sur la pollution chimique. Elle est polluante des deux côtés, de la production comme du consommateur. Et c'est vrai qu'au début, j'étais complètement angoissée et je me suis dit, écoute, ça sert à rien de t'angoisser comme ça. Ce qu'il faut, c'est réagir de ton côté et c'est et aussi apprendre aux gens. Moi, j'avais une voix en l'occurrence, donc apprendre ce que je pouvais apprendre aux gens et moi faire ce que je pouvais de mon côté. Voilà. Ok. Il y a vraiment eu un déclic à un moment dont tu as été consciente sur ta façon de communiquer à ce sujet. J'étais pas créatrice de contenu avant, donc en fait c'était et j'ai toujours été intéressée par ce sujet-là et j'ai toujours on va dire consommer la seconde main. Donc quand j'ai commencé à être connue sur les réseaux, c'était déjà en moi. Et c'était déjà un sujet qui faisait partie de la façon dont je communiquais. Donc c'était pas comme si avant je communiquais normalement et qu'aprrai j'ai changé en fait. La petite transition, la green transition comme beaucoup de marques qu'on ne citera pas. Jude, toi en tant que créatrice, est-ce que tu dois deal aussi avec l'éco-anxiété ? Et en tant qu'être humain d'ailleurs, tout simplement en fait. Ouais, alors moi c'est pas forcément une angoisse, mais pour moi c'est plus une évidence, surtout de nos jours et avec l'éducation qu'on a et surtout ce qu'on sait, ça serait presque hypocrite de juste fermer les yeux et foncer sans regarder et sans savoir qu'il y a des méthodes de production par exemple et de fabrication qui peuvent être plus écologiques, voire totalement écologiques. Et du coup c'est même pas de l'angoisse, c'est je produis en état de conscience et en essayant de faire au mieux possible en fait. On va reprendre cette discussion sur les comportements de chacun et chacune et comment on peut un peu finalement influer et conseiller les gens autour de nous pour qu'ils puissent aussi peser dans la balance. Et je reprends ma discussion avec tous ces invités autour de moi. Nous avons Flora, Jules, Jude et Maui sur la question de la consommation, notamment dans la mode et l'écologie. À quel moment vous avez réalisé que certains de vos comportements n'étaient pas OK ? On va parler vraiment de ces choses qui avant semblaient totalement normales, qui aujourd'hui sont impensables. Je vais commencer par un exemple personnel, comme ça vous mettra bien à l'aise, parce que vraiment je suis la pire. Je fume. Bon, de moins en moins puisque je ne bois plus, mais je vais arrêter d'en parler à chaque émission parce que vraiment ça devient mon trait de personnalité principal et c'est lourd pour tout le monde, je pense. Tu as mieux que ça. Voilà, merci. Mais du coup, en fait, moi, les cigarettes, quand j'étais ado notamment et que vraiment je voulais me la jouer super cool, je fumais ma clope comme ça puis après je la jetais. Je trouvais ça, mais alors parfaitement normal. Maintenant,
Je préfère avoir un mégot qui pue dans ma poche de jean que de faire cette horreur que de jeter par terre une cigarette. Et vraiment, d'ailleurs, si je respectais à 100% l'environnement, je ne fumerais plus. Mais ça, voilà. Donc voilà, moi, c'était une chose qui avant me semblait complètement normale, hyper désinvolte et même cool. Maintenant, ça me semblerait impensable. Est-ce que vous avez des comportements comme ça qui vous sont complètement passés et qui maintenant vous sembleraient lunaires ? Moi Vas-y. Moi, c'est la bouteille d'eau. Ouais, C'est vrai que j'ai grandi. Après, on a quand même vachement. On a vrillé sur la Brita, Bien sûr. quand même assez rapidement avec mes parents. Mais je me rappelle, à l'époque, on achetait des packs d'eau. Et même, j'ai été hôtesse de caisse, comme on dit, dans le jargon. Et je passais des packs d'eau en veux-tu, en voilà. Bien sûr. Et même maintenant, il y a des gens chez qui je vais qui achètent de l'eau. Et je trouve ça tellement bizarre, même de le dire là, acheter de l'eau. Mais dans des pays où l'eau est potable, c'est très étrange quand bien tu penses. évidemment. D'autant que ce que tu achètes, c'est majoritairement le plastique. Enfin, le prix de la bouteille, c'est principalement le plastique. Et Et le marque. marketing, C'est exactement. incroyable. Et que c'est pas meilleur pour la santé. L'eau potable en France, Pas du issue tout. des réseaux de robinet, elle est parfaitement OK. Donc ça, maintenant, c'est vraiment un geste qui m'est genre Oui, c'est ça. incongru. Oui. Et maintenant, quand par exemple je suis dans la rue en voyage et que j'achète une bouteille d'eau parce que j'ai oublié ma gourde, je me sens pas bien. Mais parce que c'est vrai que moi je trouve ça c'est quelque chose qui est quand même positif, mais on se déshabitue très vite aux choses. Ouais. Et après elle nous choque. Je pense à la génération de nos parents, parce que là à cette table je pense pas qu'il y en ait une qui soit concernée. Je suis même sûre d'ailleurs parce que je connais aux âges. Mais eux par exemple ils pouvaient fumer partout, ils pouvaient fumer au resto, ils pouvaient fumer dans l'avion. Bon. Maintenant, ça semble lunaire, mais à l'époque, c'était complètement normal. Et de la même façon, effectivement, il y a des comportements avec l'écologie, même le fait de faire le tri. Moi, je sais qu'en Belgique, donc à Bruxelles, il y a un tri absolu sur tout. Ça veut dire que, t'as un jour où t'as les poubelles du alimentaire, un jour où t'as les poubelles du plastique, un jour où t'as les poubelles de l'acier pour les canettes de bière, enfin tout ça. Et en fait, du coup, quand je suis en France et que je vois des gens qui ne trient pas, ça me semble lunaire. Justement, c'est ce que j'allais dire. Enfin, la chose lunaire, pour moi, c'est le tri. Ce qui peut paraître le b.a.-ba, mais je sais que dans ma famille, on ne triait pas. Et c'est qu'en habitant toute seule que je trie. Et maintenant, quand je vois des gens qui trient pas, ou même... Désolée Ça rend maman, ouf. mais quand je reviens chez ma mère et qu'elle trie pas, Il y a des familles qui vont se briser ce soir. ça me rend tarée. À chaque fois, je bug Préparez-vous de mettre pour Noël, hein. ma canette dans la même poubelle que le reste. Ouais. Oui, c'est bizarre, ça semble pas naturel de faire ça. Tu te dis, Je cherche l'autre qui mais n'existe pas. je comprends très bien. Est-ce que vous faites attention alors, les personnes dont c'est le cas peuvent répondre, les autres, c'est pas grave, on va pas vous blâmer. Hein. Mais est-ce que vous avez changé des habitudes au niveau alimentaire par souci écologique, Flora? Moi, ça me fait penser à deux choses. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que en bas de chez moi, il y a un primeur qui fait du 100 km autour de Paris. C'est-à-dire que c'est pas forcément avec des labels bio ou quoi. Enfin, c'est quand même de l'agriculture raisonnée, mais tout vient de 100 km autour de Paris, enfin autour de l'adresse de ce primeur. Et donc, j'ai l'habitude, depuis quelques années, depuis que j'habite ici, d'acheter mes fruits et légumes là-bas. Et l'hiver dernier, j'allais dîner chez une copine et sur la route, elle me demande de lui acheter du citron. Donc, je lui dis d'accord et je vois un grand supermarché de marque classique, je sais pas, Carrefour, je sais pas quoi. Et je rentre dedans parce que bon, je suis pas non plus une puriste écolo. C'est-à-dire que s'il faut acheter du citron sur la route d'un dîner, je peux l'acheter n'importe où. Et je rentre dans ce supermarché, et c'est vraiment un grand supermarché. Et je vois des rayons entiers de fruits et légumes, donc non bio, avec, vous savez, des pommes rouges fluo, des aubergines sublimes alors qu'on est en janvier, des courgettes, tous les légumes d'été, alors que moi, ça fait des années que mon regard avait changé. Parce que comme je faisais toutes mes courses chez mon primeur en bas, qui faisait que du 100 km... T'avais oublié que ça existait. J'avais pas, moi, je mange pas de tomates l'hiver, je mange pas de courgettes, et c'est génial, je mange des légumes de saison. Tous les mois, je découvre des nouveaux légumes. Qu'est-ce que tu nous cuisines en ce moment, par exemple? Et en ce moment, je suis dans les courges, les butternuts, les potimarrons. Mais vous vous rendez pas compte comme j'ai appris à cuisiner depuis que je suis les saisons et les recettes. Et alors, attention, je suis pas une grande chef, mais je crois que ma cuisine est bien plus délicieuse qu'à l'époque où je faisais de la tomate mozza à tous les repas. Parce que je savais pas quoi bouffer d'autre, j'avais pas d'autres idées, d'autres inspirations. D'ailleurs, tu partages sur Instagram chaque fois que c'est Biocop, je crois, bien qui sûr, fait moi, des tous fruits, les premiers des du légumes de mois. saison. Ouais. Et t'as raison, ça c'est un follower attentif. Flora Gebali sur Voilà, Instagram. Flora Gebali sur Instagram. Alors je partage pas assez de bouffe, mais j'ai envie de le faire plus. Mais j'avoue, j'ai pas trop le temps. Mais
J'aimerais bien le faire plus parce que je suis une Instagrammeuse que j'adore aller la suivre qui s'appelle Mélanie en Véganie et elle donne trop envie de devenir végane. Moi, je suis végétarienne, je suis pas végane, mais c'est vrai que quand je regarde ses contenus, elle m'influence positivement. Tout ça pour dire que c'est vraiment qu'une question de lunettes, de comment on regarde les choses. C'est-à-dire qu'on peut regarder une bouteille en plastique et se dire « Waouh, de l'eau, j'ai soif ». On peut regarder une aubergine et se dire « Miam, j'adore les aubergines ». Comme se dire « Bah non, en fait, une aubergine en décembre, c'est pas normal. C'est pas la nature, c'est pas bien. Et donc, elle doit être pleine de pesticides. Et donc, elle est mauvaise pour ma santé, mais aussi pour la planète, mais aussi pour l'agriculteur qui la produit. » Voilà. Make sense. Ouais, globalement, moi, c'est devenu un filtre. Un choix, en fait, un filtre de choix. Il y a la question du prix, évidemment, qui, je pense, pour la plupart des Français, est le premier critère de choix quand on achète un produit, au-delà de ce qu'on veut acheter d'abord. Mais moi, j'ai vraiment pour habitude, et dans l'alimentation, et dans la consommation de différents produits, que ce soit même les trajets, que ce soit les choix d'appareils électroniques, etc., de considérer le facteur, à la fois les émissions de carbone, mais aussi ce que je peux connaître de l'empreinte en matière des produits, parce qu'on n'en parle pas toujours, mais disons que les sujets sur l'écologie, dans la consommation, c'est pas que est-ce que ça a émis beaucoup de carbone pour être produit et pour être utilisé, mais c'est aussi, par exemple, le nombre de matériaux un peu rares qu'il va y avoir dedans et qui vont être difficilement recyclables, la question du plastique, quand on achète une valise, ou voilà, il y a plein de produits qui peuvent être néfastes pour l'environnement. En tout cas, moi, c'est aussi un sujet. J'ai parlé du poisson et de la viande tout à l'heure. J'ai pas encore ce pas sur le locavorisme, le fait de manger très local, mais ouais, ça viendra. On va pouvoir y venir. De toute façon, on va parler après de tous les petits gestes aussi qu'on peut faire. Et là, on parle de consommation. On était sûrement sur le très strict sujet de l'alimentaire. Mais il y a aussi, oui, tu l'évoquais, les vêtements, en fait, notamment la fast fashion, dont on parle beaucoup. Mais en fait, on tacle évidemment énormément le géant Shein. Mais en fait, il y a énormément de marques qui sont fabriquées dans des conditions humaines et écologiques absolument déplorables. En ce moment, donc, on approche de Noël, qu'encore une fois, je ne pourrais pas fêter à cause de la SNCF. Mais du coup, j'ai vu un sondage passer. Faut pas trop taper sur le train, parce que sinon on va prendre l'avion ou la voiture. Nous, on les adore. Les écolos sont plutôt fans de la SNCF. Je veux plaider pour la SNCF. Parce que tu viens pas du Sud et qu'on te met pas des prix à 400 € l'aller-retour et 9 heures de... Oui, mais en fait, il y a des raisons pour ça. Bon, il faudrait une autre émission sur le train. On pourra la faire si tu veux, avec plaisir. C'est mes pires amis avec la RATP. Moi, je les aime. Et franchement, la SNCF, je vous jure... mais c'est toi qui es venu défendre Valérie Pécresse et la RATP l'autre jour dans mes DM. Bah oui. Ah oui. Bah bien sûr. Non, alors j'ai pas défendu Valérie Pécresse, vraiment. Alors me fais pas dire ce que je t'ai pas dit, Anna. Par contre, la SNCF, je vous jure, ils font de leur mieux. Je les ai rencontrés et vraiment, c'est une entreprise qui ne touche pas de dividendes. Hein. C'est pas comme EasyJet qui se gave et qui nous traite très mal aussi. Donc en fait, c'est vraiment une entreprise qui fait de son mieux pour faire rouler les trains. Mais le problème, c'est que pendant des années, des décennies, on n'a pas fait payer assez cher les billets de train et donc aujourd'hui. Mais vous venez de Paris, vous venez de Strasbourg. Moi, écoute mon accent. Tu crois que je viens d'ici, tu vois? Moi, désolée, je suis team SNCF. Sinon, je vais vivre en Espagne, tu vois. Du coup, on en parle, consommation, cadeaux, tout ça. J'ai vu des sondages. Alors, j'ai oublié la stat exacte, mais c'était sur les cadeaux seconde main. Qu'une majorité de Français cette année sont prêts à faire des cadeaux seconde main. Est-ce que vous, est-ce que autour de la table, vous avez déjà fait des cadeaux seconde main justement, que ce soit des vêtements, des livres, J'ai déjà reçu. Carrément, et j'en ai déjà reçu aussi. Mais c'est cool. Enfin, je vois pas le problème en fait, que ça soit neuf ou pas, tant que c'est pas taché ou en mauvais état. Bien sûr. C'est presque encore plus cool dans le sens où il y a presque un côté personnalisé derrière, du fait de cette pièce était vraiment chouette, je l'ai cherchée en fait. Je l'ai vraiment cherchée parce que soit c'est dans des friperies et du coup il faut vraiment chercher, soit j'en sais rien sur Vinted ou n'importe où, sur n'importe quelle plateforme, mais du coup il y a un côté, je sais pas, encore plus touchant, je trouve, encore plus personnalisé et du coup c'est, j'aime bien moi. Bah oui, toi en étant à fond dans la commu justement des influenceuses mode, seconde main, etc. T'as l'impression que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus que d'offrir des vêtements seconde main ou des chaussures, des accessoires et tout? Oui, alors déjà, la seconde main se démocratise quand même énormément. Et du coup, les cadeaux viennent petit à petit. Il y a encore des gens qui sont vachement réticents et qui me le disent. Dans mes abonnés, j'ai du mal quand même à consommer la seconde main, notamment aussi même des proches qui n'osent pas consommer de la chaussure en seconde main, sur certains items précisément.
Les sous-vêtements. Et j'avoue, Oui. moi, la Ouais, chaussure, non. je suis pas dans cette team. Ah ouais, attends, Ouais, ouais, désolée. heureusement que j'y suis parce que sinon j'aurais un budget chaussures incroyable. mais en fait, on peut trouver la seconde main pour tout le monde. C'est ça que je trouve cool avec la seconde main, c'est que tu as des sites de seconde main qui vont réunir beaucoup de choses, par exemple très neuves, très bien entretenues, et qui vont paraître comme des limites du neuf quand tu vas les recevoir. Il va y avoir du vintage où il va falloir diguer et la pièce peut être un peu plus vintage, ou même du vestiaire qui va être très luxe et premium. Et moi, ma mère, par exemple, et il y a aussi ce côté, bon, certes, comme tu disais, avec une vraie recherche et un vrai charisme, on va dire, du cadeau, mais il y a aussi ce truc de prix. Moi, ma mère, elle voulait une paire de bottes Sandro, je crois, l'année dernière. Bah oui. Maman, t'es mignonne, mais ça coûte une blinde. C'est clair. Et du coup, je lui ai trouvé sa paire de bottes pratiquement neuve sur Vinted à un prix beaucoup. Et elle était tout pareil. Et elle était trop contente. aux anges. Bah, Mais bien parce que évidemment. t'as l'impression que presque dans la tête de beaucoup de personnes, c'est pas respectueux d'offrir de la seconde main. Ouais. Tu vois Ouais, c'est Et vrai. en fait, je pense que c'est aussi lié parfois au prix. C'est en mode, ouais, t'as trouvé le cadeau pas cher. Enfin, tu vois. Bah, Il y a ce ouais. truc comme Ouais. quoi il faut dépenser de fou pour les cadeaux alors que pas forcément. Mais on va s'en parler justement des cadeaux de Noël parce que il y a beaucoup de questions justement sur comment trouver même tel et tel type de vêtements, des vêtements basiques, etc. Donc on va revenir là-dessus évidemment avec vous tous. Et puis on pourra se faire des votes aussi pour ou contre le seconde main à Noël, pour ou contre la SNCF. Je vais discuter avec chacun d'entre vous maintenant, en commençant par Flora Guébali, qui est peut-être, je pense, la plus habituée aux invitations dans les médias, puisque tu es chaque semaine dans les grandes gueules. Ou chaque... Ouais, j'y suis demain, d'ailleurs. Ouais. Je suis une fois par semaine, ouais. Ouais, voilà. Donc du coup, fort habituée à ça. Donc on va commencer par te cuisiner à toi. Ah ouais. T'as écrit 2 livres. Donc le premier, c'était Ma génération va changer le monde en 2021. Comment est-ce que cette génération va changer le monde ? Bah, je dis pas si c'est en bien ou en mal. Hein. Oui, super. parce qu'il y a des gens qui m'ont dit t'as écrit Ma génération va sauver le monde. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit changer et c'était pour raconter un peu, décrypter un peu cette génération. Alors c'est un livre que j'ai écrit pendant le premier confinement, au moment où on se rendait compte que les choses avaient quand même bien changé, que d'un coup on était enfermés chez nous et que qu'était devenu tout ça, qu'était devenue cette société où finalement on entendait peu les jeunes dans les médias traditionnels. Heureusement que Radio France a Move pour qu'on puisse parler. Et que finalement on entendait assez peu la vie, l'opinion des jeunes. Et moi je voulais raconter que les jeunes étaient quand même une génération à part entière qui avait sa patte et son mot à dire, notamment bien sûr sur les questions écologiques. Merci beaucoup. Tu as écrit un second livre, Le syndrome de la fourmi, en 2023. Parce que tu es prolixe et tu arrives à finir tes livres, contrairement à nous autres tous qui galérons à les terminer. Le syndrome de la fourmi, c'est quoi ? Le syndrome de la fourmi, c'est juste, je sais pas si vous savez, mais quand on dessine un cercle autour d'une fourmi, la fourmi croit que le trait de crayon est un mur et donc elle reste bloquée dans ce cercle. Et c'est juste une métaphore que j'ai inventée pour raconter le cercle dans lequel on est bloqué, qui est en fait notre modèle capitalistique, économique, notre modèle de société, qui fait qu'on n'arrive pas à faire la transition écologique. Parce que dès qu'on propose de sortir du cercle parce qu'on va changer quelque chose, on est rattrapé par le cercle parce qu'en fait ça nous fait peur, parce qu'en fait ça veut dire qu'on va devoir abîmer autre chose. Et donc c'est un peu la politique du 1 pas en avant, 3 pas en arrière, la transition écologique. Et tant qu'on est bloqué dans ce cercle, on n'arrivera pas. Et le problème, c'est qu'on a peu de temps pour y arriver et qu'on a des enjeux assez énormes devant nous. Donc le syndrome de la fourmi, c'est une tentative de déjà comprendre qu'on est encerclé et ensuite essayer de dépasser le cercle et voir qu'est-ce qu'il y a de si terrible à l'extérieur. Je sais que ce qu'on ne connaît pas fait peur, mais peut-être qu'on peut prendre un risque collectivement et essayer de voir peut-être que c'est pas si pire et que en fait la situation actuelle est pas tellement mieux. Et ce cercle, Flora, qui pousse en fait tout le monde à l'immobilisme parce qu'effectivement, il y a une peur. Tu l'attribues à quoi ? Est-ce que pour toi, c'est chez les citoyens une forme de peur du changement ou une forme d'inertie et des priorités et les gens se disent en fait, j'ai des problèmes tous les jours, j'ai pas le temps de penser à l'écologie qui est un truc trop gros et trop vague pour moi. À quoi tu l'attribues
ce syndrome? Désolée, je vais poser un mot un peu relou sur la table. C'est le mot systémique. C'est le mot un peu technique de la soirée. Systémique, ça veut dire qu'il touche au système. Et je vais en amener un deuxième, alors qui celui-là sonne yogi, qui sonne justement médecine chinoise, new age. C'est le mot holistique. Holistique, ça veut dire regarder un objet dans sa globalité. La transition écologique, elle est systémique et elle est holistique. Systémique, ça veut dire que quand on touche à un sujet, il y a tout le système, tout le château de cartes qui s'effondre. Et donc, forcément, c'est très compliqué. Je nie pas ça. Et je ne dis pas qu'on est feignant parce qu'on n'arrive pas à faire la transition écologique. C'est évidemment très compliqué. La deuxième chose, c'est que c'est holistique, c'est-à-dire ça touche à un enjeu dans sa globalité. Par exemple, on parle d'un jean, vu qu'on est avec des expertes de la mode. On va prendre un exemple sur la mode. On parle d'un jean. Est-ce que le problème d'un jean, c'est sa provenance et le fait qu'il ait pris un avion pour arriver jusqu'à notre magasin? Est-ce que c'est sa production et le problème social qui est fait qu'il a été fait par un enfant probablement payé 80 centimes de l'heure au Bangladesh? Est-ce que c'est le fait que le jean est une matière qui utilise énormément de litres d'eau, une des matières les plus consommatrices d'eau? Est-ce que c'est le fait que on achète beaucoup trop de jeans et que aujourd'hui ça coûte plus cher de racheter un jean neuf plutôt que de le réparer? Est-ce que c'est le problème de la taxe carbone aux frontières européennes? En fait, je pourrais lister rien qu'autour d'un objet qui s'appelle le jean des problèmes jusqu'à ce soir. Et donc, en fait, c'est en ça que la transition écologique, c'est très compliqué parce que c'est systémique et holistique. Donc ça, on va pas nier la complexité du problème. Je vais pas vous dire c'est hyper facile, venez avec moi, parce que je crois que c'est pas vrai. Par contre, je crois qu'il faut qu'on commence à regarder ce qu'il y a derrière, à regarder comment on est capable de construire une civilisation écologique. Et donc, il y a la moitié du livre qui est là-dessus, qui est sur la civilisation écologique. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on y fait? Comment on vit? Est-ce qu'on vit mieux? Et la réponse, c'est qu'on y vit mieux. Flora, après, de toute façon, tu auras le temps de nous faire des réponses beaucoup plus amples dans la suite de cette émission. Mais en un mot, oui ou non, tu as de l'espoir? Oui. Très bien. Merci beaucoup pour la concision de cette réponse. Nous poursuivons cette discussion sur l'écologie et la consommation, notamment dans la mode, avec mes invités. Maui de Saint-Denis, Jude Ferrari, Jules comme César et Flora Ghebali, notre journaliste qui prépare ses grandes gueules demain. Ouais, je suis pas journaliste, je suis éditorialiste. Oui. Il faut le dire par respect pour les journalistes. T'es journaliste toi, Anna? Ouais. Ah voilà, non. tu vois. Ah non. Moi, je considère que les journalistes, ils sont là pour traiter une information de manière factuelle. Tu veux qu'on débatte sur les journalistes? Tout à l'heure, j'ai parlé du train. Bon, désolé. Allez, j'arrête. C'est pas les grandes gueules ici, Flora. Oui, désolé, les formations professionnelles. À deux doigts, aller chez Hanouna, on va faire des oui-non sur des cartons. Non, quand même, on n'a pas le niveau. Non, mais on peut débattre de ce que tu veux, moi. Moi aussi, j'adore. Elle te prend sur tous les terrains. Moi aussi, j'adore. On se fera un apéro. En fait, on meuble pendant qu'il y a un micro qui est en train de se faire réparer. Et je pense que c'est juste de l'honnêteté de dire à nos auditeurs ce qui se passe vraiment ici. Tu veux me balancer comme ça? J'ai balancé personne. Ok, Maui a cassé son micro. J'avais jamais vu ça en plus, c'est inédit. Je sais pas si en régie ça arrive souvent. De la seconde main. Rien secret, tout se transforme. Apparemment ça arrive. Mais une fois par an, tu vois. Ah ouais, bah voilà, le miracle de Noël. Je me tourne vers Jude qui n'a pas cassé son micro pendant la pause et on la remercie. Jude, donc toi tu es créatrice, Maison J. Simone, que j'aime beaucoup. Merci. Pour la petite histoire, on est sur des pièces qui sont extrêmement originales et extrêmement bien coupées. Et c'est vraiment, tu mets ça, tu sais que tout le monde va te dire waouh, c'est pas mal ce que t'as. Et c'est très confortable en plus. Jude, comment est-ce qu'on réussit à créer et à en vivre aussi, parce que créer c'est bien, mais pouvoir vivre de ce qu'on fait, notamment de sa marque, c'est mieux, sans tout bousiller. Parce qu'on parlait des jeans, voilà. C'est vrai, et j'en fais peu. Non, c'est surtout, je pense, c'est un mode de production aussi. Moi, sur mon site, il y a marqué à chaque fois qu'il y a 2 semaines pour être produit, parce que très souvent, déjà pour limiter au maximum les stocks, pas produire en masse et en avoir après sur les bras. Aussi, c'est beaucoup des pièces qui sont faites sur mesure, en tout cas en demi-mesure, disons.
et du coup qui sont vraiment produites. Le but c'est de les garder le plus longtemps possible. C'est vraiment des pièces un peu bijoux parce que c'est des pièces qui sont assez originales, qu'on trouve pas partout, qu'on met peut-être pas tous les jours non plus. Mais justement c'est de rendre le vêtement justement un peu bijou précieux, et c'est ça pour moi le luxe en fait. Le luxe c'est pas forcément d'acheter quelque chose à 6 000 €, mais c'est quelque chose qu'on chérit et qui est fait de manière artisanale par des gens, et en l'occurrence là on sait où c'est fait, on sait par qui presque parce que très souvent aussi il n'y a pas de traçabilité, toujours, sinon chez beaucoup de marques, effectivement, c'est ce que tu soulignes. Parfois, on se rend compte que c'est fabriqué dans des usines, dans des conditions absolument déplorables. Et là, tu as l'impression que les consommateurs sont à la recherche d'une traçabilité ? Souvent, oui, ou en tout cas, quand ils achètent dans des petits créateurs, c'est aussi pour l'univers du créateur, savoir à qui on l'achète. Je pense que les gens qui achètent aussi beaucoup chez J. Simone, ils ont l'impression d'être un peu mes amis, finalement, d'appartenir à un groupe. Oui, bien sûr. Et du coup, une fois de plus, chérissent encore plus le vêtement et le portent d'une autre manière que si c'était juste un t-shirt Zara bien sûr. acheté n'importe où. Du coup, c'est ça, c'est vraiment le côté production, mais aussi consommation que je cherche en faisant justement des pièces qui peut-être parlent pas à tout le monde, même si j'essaye qu'elles parlent à tout le monde, mais qui sont des petits kiffs, des petits bijoux, des choses que vraiment on les achète en se disant allez, je me lance. Et quel est ton rapport au symbole capitaliste qu'arborent certaines de tes pièces ? Je m'explique. On peut trouver des sacs à main, par exemple, avec des burgers dessus, en impression, tout ça. C'est une imagerie qui nous rappelle quand même certaines chaînes de fast-food qu'on ne va pas citer pour ne pas faire de favoritisme. Mais comment tu le... Ce que je disais au début, c'était que ma marque, c'est vraiment rendre l'absurde chic. Et du coup, de me moquer, en tout cas tourner en dérision, mais toujours avec amour et nostalgie finalement de certaines images qui nous rappellent des choses qui sont peut-être aussi, qui rappellent énormément le côté capitaliste, la surconsommation, la consommation de masse. Mais c'est vraiment les prendre et les détourner, ou en tout cas toujours avoir du second degré. C'est jamais politique, parce que pour moi, en fait, s'habiller, même quand je m'habille, à chaque fois, il y a toujours de l'humour. C'est toujours essayer de s'habiller de manière élégante, mais avec humour. C'est toujours avoir une forme de ridicule, en fait. C'est totalement du ridicule, j'adore. Je vais te le voler. J'ai envie de faire des t-shirts. C'est du ridicule. D'ailleurs, j'ai toute une collection sur Johnny Hallyday. Et même aujourd'hui, je porte un bracelet Harley Davidson parce que j'ai une trottinette électrique. Et du coup, tout est un peu second degré comme ça, tout en essayant d'avoir des vêtements qui mettent vraiment la femme en valeur et la rendre macho. Ça, c'est mon deuxième truc que j'aime beaucoup faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je prends beaucoup du vestiaire masculin que je transforme pour le féminin, pour donner un peu de power à la femme. On va aussi poursuivre avec une réponse plus ample à cette question, évidemment. Mais en un mot, oui ou non, Jude, est-ce que toi, t'as de l'espoir en l'industrie de la fashion pour être plus écolo ? Oui. Oui ? Ouais. Merci pour cette positivité encore. Et vous êtes toujours dans Tunnel. Merci d'être encore là. C'est Anna Toumazov qui vous parle et je suis toujours entourée de mes 4 invités que je vous ai déjà présentés. Je me tourne tout de suite vers Maui de Saint-Denis sur les réseaux sociaux. Maui, tu n'as pas pu te présenter tout à l'heure. Est-ce que tu veux le faire en quelques mots ? Oui, donc je m'appelle Maui sur les réseaux et Manon dans la vraie vie. Je trouvais juste Maui plus positif que Manon. Et je suis créatrice de contenu et je parle essentiellement de mode qui se veut dans un autre responsable et le tout en essayant de dédramatiser un peu ce milieu aussi, un peu comme Maison J. Simone, c'est de prendre un peu le pied de nez de cette industrie un peu trop sérieuse à mon goût. Et d'emmener tous mes abonnés avec moi là-dedans via des blagues un petit peu potaches. Puis c'est potache, en plus c'est interactif parce que souvent tu demandes aux gens de t'aider pour tel et tel événement à choisir des fringues, etc. Et justement, à l'heure où au niveau de cette diversité de choix, de sap, les marques rivalisent de bonnes idées pour nous faire consommer à grands coups de Black Friday et compagnie, on en sort là quand même. Comment on fait passer au travers de la mode l'idée que le déjà utilisé, donc le second hand pour nos amis bilingues, c'est cool.
On le fait passer via je pense, l'originalité et l'unicité qu'apporte la seconde main. Moi, c'était un des trucs premiers, en fait. De base, quand j'étais plus jeune, j'ai pas consommé de la seconde main parce que je pensais à tout ce truc écologique. J'étais une ado totalement random du fin fond du 77, pardon. Mais je consommais la seconde main parce que je voulais des pièces uniques que mon père avait quand il était aux States, blablabla, tu vois. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à consommer la seconde main. Et c'est comme ça aussi que j'essaie de continuer à promouvoir, en plus de tout cet impact écologique, la seconde main via... en fait, les gars, on cherche tous à être super unique, à se démarquer, et via la seconde main et votre style, vous pouvez le faire. Mais justement, c'est là qu'il y a une question qui me vient parce que j'ai l'impression que c'est une interrogation qui revient souvent chez les gens. Il y a évidemment un look un peu seconde main. Moi, pour le coup, en venant de Bruxelles, je le vois, il y a vraiment cette espèce de style à Bruxelles où c'est très... on s'habille en fripe avec des trucs un peu trop larges, avec des trucs un peu rock, etc. Mais j'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, il y a vraiment un style seconde main. Et qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes qui, justement, cherchent en fait des fringues basiques, qui n'ont pas forcément envie de revendiquer le fait de s'habiller en fripe et compagnie, qui veulent juste peut-être du plus écologique justement et du moins cher aussi. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui ont peur justement de ne pas trouver du basique et d'avoir que du style seconde main ? C'est vrai que cette image un peu babos, rock qu'on peut avoir via la fripe, c'est du cliché, hein. Même si on adore ça ici, c'est quand même le cliché. Et c'est vrai que c'est ancré du coup dans la tête des gens, malheureusement. Et en fait... comme je disais tout à l'heure, il y a tellement de sites là qui arrivent et qui pop et qui surtout proposent une diversification incroyable de vêtements. Et à partir du moment où tu peux trouver un t-shirt Johnny avec un look qui crie derrière, je pense que tu peux trouver un t-shirt blanc à manches longues, tu vois. Bien sûr. Et du coup, pour les personnes qui s'interrogeraient derrière leur transistor et qui se demanderaient où pouvoir chiner des pièces... folles ou justement des pièces très basiques, quels seraient tes conseils, toi, pour se lancer un peu dans la recherche de pièces seconde main sympas ? Moi, je sais que j'ai commencé en tout cas via les sites, enfin les applications, notamment Vinted, Vestiaire Co, parce que je suis un peu phobique des on croirait pas, mais des friperies. C'est vrai, t'aimes en pas tout trop cas, Paris. Ça m'angoisse énormément. Il y a trop de monde, il y a trop de bruit, il fait très chaud. Et en plus, moi, je ne suis pas le genre à diguer des vêtements, à regarder tous les racks avec une fringue par une fringue. Mais je suis plus du style à avoir une pièce en tête et à du coup la chercher. Ce qui m'aide énormément via les applications, c'est que tu as des filtres et que tu peux exactement taper la recherche que tu veux et l'avoir en fait en plusieurs exemplaires et ça, c'est super. Donc, t'es plus Internet que fripe dans la vraie vie. Ou alors fripe en ligne sur les réseaux sociaux. Et du coup, comment t'as fait typiquement pour te faire un algorithme un peu sympa où tu trouves vite les choses ? Ça, c'est des conseils pratiques. Je sais qu'à titre perso, au début, j'avais un peu du mal justement avec certaines applications de vente de seconde main parce que j'arrivais pas à avoir un bon algo, donc ça me saoulait en fait. Du coup, j'allais dans la vraie vie parce que c'est vrai que Paris, je trouve qu'il y a moins, justement, par rapport à Bruxelles ou d'autres villes, de fripes énormes où c'est au kilo, où c'est vraiment pas cher et tout. Okay. T'as quand même ce truc parfois à Paris où les fripes sont déjà assez curatées et du coup sont chères et du coup sont plus chères. Mais est-ce que t'as des recommandations pour justement pouvoir trouver assez facilement ce que tu cherches sans passer par des Assos parce que tu cherches une robe noire et que ça va plus vite sur Assos, quitte à dire fuck l'environnement et fuck le porte-monnaie? Déjà, il y a pas mal de petites friperies en ligne, comme je disais, donc sur Instagram, enfin sur les réseaux notamment. Et en fait, vous pouvez suivre une friperie comme une autre parce que vous savez que genre ces sélections à elles vont vous plaire à chaque fois. Moi, j'ai une de mes meilleures amies qui s'appelle Laure et qui a une friperie qui s'appelle Frusque en ligne. Et je sais que voilà, chez elle, je peux y aller et à chaque fois je regarde les stories. Oh, j'aime bien, oh, j'aime bien, j'aime bien. Après, pour ce qui est des applications, je sais pas s'il y a réellement un algorithme en réalité. Ouais. Okay. Un peu sur Vinted, mais par contre, il faut juste être tout le temps sur Vinted et tout le temps chercher. Et du coup, au bout d'un moment, il se nourrit. Mais il faut y aller, quoi. Moi, c'est juste les filtres. Genre, j'arrive à... Enfin, comme je te dis, en fait, quand j'ai une pièce en tête, je connais la marque, j'essaie de diguer en amont sur Google le modèle aussi, le nom du modèle, peut-être l'année, etc. Et après, je vais sur les applications et je filtre un maximum. Et même des fois, tu peux mettre un peu plus large. Par exemple, la marque bot, par exemple, Vivienne Westwood bot marron. Et après, t'as un panel et
tu dis, mais après, c'est tout un truc de recherche, c'est très long. Et toi qui as un super look qui inspire quand même pas mal de monde, là, t'estimerais à quel pourcentage, en fait, le pourcentage de ta garde-robe qui est seconde main? 70 à 80, en tout cas dans ma consommation, et des fois je suis trop fière, là je suis en full seconde main. Ok. Donc tout était sous seconde main. Vous pourrez aller voir sur les réseaux sociaux la tenue du soir. Elle n'est pas encore postée. Mais je dirais 70 à 80%. C'est vrai que globalement, moi j'achète que de la seconde main. Et quand je reçois du coup mes cadeaux d'influenceuses, eh bien c'est du neuf. Mais, ou non, mais globalement... C'est ce que j'allais te demander, parce que je sais qu'il y a des influenceuses à qui on propose d'envoyer tellement de vêtements que parfois elles refusent parce qu'elles disent mais en fait je vais pas forcément les porter, et là ça fait juste du gaspillage quoi. En fait on a tout ce truc de régulation en tout cas qu'on doit faire en amont de non, ça je vais pas consommer vraiment, ça sert à rien que tu m'envoies ça, je suis désolée, mais je vais pas le prendre. Et après ça je parle pour les influenceuses en tout cas responsables. Moi, il y a plein de choses que je refuse parce que c'est pas forcément éthique, ou parce que effectivement j'en ai pas besoin, et qu'en fait, mais c'est vrai qu'au début l'appât, en fait, quand tu deviens créatrice de contenu, tu te dis mais vas-y, j'ai des trucs gratuits, en veux-tu, voilà, c'est incroyable. Et après c'est avec la maturité, et tu te dis mais j'en ai pas vraiment besoin, surtout que je vais le revendre sur Vinted deux semaines après. En fait non, tu réfléchis un minimum, tu prends un petit backup et tu te dis que c'est pas forcément utile. Et sinon, moi, vraiment, là où je vais dire je surconsomme le plus, ça va être en vente presse. Parce que j'ai des marques que j'adore, type Acné ou Rabanne. Et là, mais encore une fois, c'est une façon de consommer qui est plutôt responsable, parce que c'est des choses qui ne peuvent pas être vendues sur le marché. Puis c'est des trucs qui continuent quand même à coûter cher, donc tu peux pas non plus en acheter. Là, je me fais plaisir. Et vous êtes toujours dans le tunnel avec Anna Toumazov, et je continue sur cette question de l'écologie et de la consommation dans la mode, mais pas que, en fait, sur comment très concrètement changer les choses. Et évidemment, se servir de la mode, c'est assez pratique pour évoquer ce sujet. Et je me tourne vers la personne à ma gauche, Jules. Jules, toi, tu vulgarises l'écologie sur ta page Instagram, qui est suivie par plus de 100 000 personnes. J'ai plus le chiffre exact en tête. Oui, 137 000. Voilà, un peu plus du coup. Comment on vulgarise l'écologie ? Comment on réussit à rendre accessible ce sujet qui parfois semble un peu comme ça nébuleux ? Le travail que moi j'essaye de mener, c'est de parler d'écologie, de différents sujets, parce que l'écologie, ça recouvre les enjeux climatiques, c'est-à-dire les émissions de carbone et d'équivalent carbone, les enjeux de biodiversité, les enjeux de pollution des eaux, des sols, des airs, les enjeux de consommation de matière, etc. De traiter de ces sujets-là de manière incidente, c'est-à-dire en parlant à une audience qui n'est pas spécialisée, mais qui vient pour chercher de la culture. Les gens suivent le compte Jules comme César sur Instagram ou TikTok pour des recommandations culturelles, je parle de classiques de la littérature, d'expositions, de podcasts, et de temps en temps, au gré de l'actualité ou de mes envies, j'insère de l'écologie là-dedans, soit dans des recommandations, par exemple le livre de Flora, Le syndrome de la fourmi dont j'ai parlé, qui est un bon livre super reco d'ailleurs. Je t'en prie, mais surtout un bon livre marchepied que j'ai lu évidemment pour entrer dans le sujet quand on n'est pas spécialiste. Parfois des documents un peu plus complexes, le livre de l'économiste Timothée Parric, Ralentir ou périr. Donc ça peut être de présenter des ouvrages, mais c'est aussi de réagir à l'actualité avec un angle de vulgarisation. Moi je trouve que la vulgarisation, le fait d'expliquer, c'est le rôle des passeurs que sont les créateurs de contenu. Et en l'occurrence sur l'écologie, c'est parfois tellement pesant, parfois tellement aussi choquant, on peut être désemparé, que d'aborder les choses avec un message qui n'est pas uniquement axé que sur ce sujet-là, permet de toucher un public plus large qui se serait désintéressé par difficulté de compréhension, par angoisse, pour différentes raisons de l'écologie si on l'avait traité à fond. Parce que tu avais l'impression, par exemple, quand tu étais plus jeune, que l'écologie, c'était un peu cryptique avant de t'y intéresser plus ? Non, je dirais pas ça, mais je dirais que c'est normal parce que c'est un sujet qui est transversal. Il y a des enjeux que comprennent les ingénieurs, des enjeux techniques, il y a des enjeux logistiques, il y a des enjeux économiques, des enjeux financiers. Par exemple, on dit qu'il faut décarboner l'économie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut potentiellement isoler les maisons.
Mais isoler les maisons, est-ce qu'on détruit des bâtiments et on les reconstruit? Est-ce qu'on isole ceux qui sont existants? Comment on gère le patrimoine? Comment est-ce qu'on gère la biodiversité qui se niche parfois, végétale ou animale, dans ces bâtiments? Et ça, c'est un seul exemple. Comment on gère la question internationale? Est-ce qu'on fait ça, avec quels matériaux on fait ça? Ou est-ce qu'on va les chercher? Et ça, c'est un enjeu vraiment sur un des gros sujets qui est l'isolation thermique des bâtiments, qui représente une grosse partie des émissions carbone en France et de la transition énergétique. Mais on pourrait prendre tous les sujets. On a parlé de la mode, on a parlé de l'alimentation, on peut parler du transport, on peut parler de l'éducation. Donc c'est forcément des sujets colossaux qui engagent toutes les verticales de notre société. Et par conséquent, ça peut faire peur. Donc il faut les prendre un à un, sans voir tout comme une montagne. Mais ça implique que chacun s'attelle à sa tâche et de le faire progressivement. Et justement, dans l'idée que chacun s'attelle à sa tâche, donc tu parlais du média Le Crayon, donc, dont tu es un des fondateurs. Alors je sais pas, il y avait ce débat tout à l'heure, ce micro-débat avec Flora. Je sais pas si toi tu te revendiques journaliste, mais en tout cas, je pense que tu as quand même une vision là-dessus. Comment est-ce que tu penses que les médias peuvent traiter efficacement ces questions ? Le sujet du traitement médiatique de l'urgence écologique, il est fondamental. Juste pour rappeler et resituer le sujet, aujourd'hui, l'empreinte carbone moyenne d'un Français, c'est 10 tonnes d'équivalent CO2 à peu près. Ça veut dire que tout ce qu'on consomme, ça émet tant d'équivalent en carbone. Or, il faut qu'on passe à 2. Donc, on divise par 5 d'ici à 2050 si on veut tenir les objectifs de l'accord de Paris, de rester en dessous d'un réchauffement climatique de moins d'1,5 degré depuis l'ère pré-industrielle. Donc, c'est un peu complexe, mais en gros, il faut diviser par 5 nos émissions carbone. Face à ça, les médias ont une grande responsabilité sur l'information et sur les imaginaires qu'ils véhiculent. C'est ce qu'on montre dans les reportages comme des choses qu'on valorise comme étant positives, des initiatives, ou au contraire, y compris la publicité qu'on met en avant. Il y a des collectifs qui se sont constitués, je pense notamment au collectif Climat Média ou au collectif Quota Climat, qui analysent la part des journaux télévisés, par exemple, qui traitent des sujets de réchauffement climatique. Entre 2013 et 2023, tenez-vous bien, d'après Climat Média, les JT de TF1, France 2 et France 3 ont traité à 0,8% de climat. C'est en évolution. Notamment Radio France fait figure de bon élève à ce sujet. Il y a eu... Bravo Radio France. Ouais. Bravo Radio France. On a des gourdes sur le plateau, mais au-delà de ce sujet qui est plus la décarbonation, qui est plus un sujet de fonctionnement, le sujet du traitement médiatique, il y a eu le 7 décembre à Radio France une journée en direct sur France Inter consacrée à un atelier d'automne. Comment on peut parvenir à l'atelier d'automne. Et puis il y a plein de médias globalement. Hugo Clément qui fait ses chroniques aussi sur France Inter. TF1 a fait un reportage qui a été salué en amont de la COP28 le 30 novembre pour expliquer pendant 6 minutes tous les enjeux de cette conférence onusienne. Voilà. Et puis il y a 1300 journalistes qui ont signé fin 2022 une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence, du traitement médiatique de l'urgence écologique. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des progrès. Je note aussi que la France est le premier pays dans le monde à avoir une commission interparlementaire qui a été lancée cet été à l'initiative du collectif Quota Climat et de députés qui traitent de ce sujet pour travailler sur cette question du traitement médiatique de l'urgence écologique. Donc on fait plein de choses, mais on est encore un petit peu loin. Et dans les médias sociaux, on essaye de le faire aussi, notamment sur Le Crayon. Mais je me rends compte en m'apprêtant à te poser la question que j'ai oublié de la poser à Maui, mais je vais considérer que la réponse est comprise dans le pseudo. Jules, en tant que créateur de contenu et passeur un peu de ses connaissances à ta communauté, et en tant que personne profondément insérée dans les médias, est-ce que, en un mot, est-ce que tu as de l'espoir, oui ou non ? Oui. Oui. Merci pour ce... Merci. Il faut, sinon on désespère. Sur la question de l'écologie, et c'est vrai qu'on a beaucoup discuté avec mes 4 invités de toute cette question finalement de l'écologie, du fait que c'est un peu la merde, mais qu'il y a peut-être des solutions. Et justement, on va partir un petit peu sur du positif et des solutions concrètes pour convaincre tout le monde qu'il y a quand même péril en la demeure et urgence. Et on va d'abord partir d'une question. Est-ce qu'on peut vraiment changer complètement ses comportements du jour au lendemain ? Là, on va parler un peu des injonctions à la perfection. Moi, je l'ai fait et c'était vraiment pas le bon moyen de le faire. C'est-à-dire, tu t'es levé un matin et t'étais... Hugo Clément. Exactement, voilà. Non, en fait, j'ai été quand j'ai commencé vraiment à me renseigner sur l'écologie, je me suis prise au jeu, même si c'est pas du tout un jeu, mais j'étais ok, il y a plein de choses que je peux faire,
je vais essayer de tout faire. Et je voulais être sur tous les tableaux. C'est-à-dire que je pensais même au papier toilette réutilisable, je pensais même au sopalin réutilisable. Et en fait, je me mettais une charge mentale incroyable. Je faisais ma lessive, je faisais mon déo, je faisais tout. Et il y a un moment en fait où moi déjà mes affaires sentaient pas très bon. Moi je sentais pas bon non plus. Non, je rigole. T'as trouvé des façons vraiment de faire des lessives ou des déos justement Ouais, déo c'était trop bien. Okay. J'avais notamment via Aromazone, ils préparent des kits où tu peux carrément le faire toute seule. Après lessive, j'ai pas trouvé et j'ai vite arrêté parce qu'en plus j'étais avec quelqu'un à l'époque et je voulais pas lui faire subir ça non plus, le pauvre. Et en fait, j'ai vraiment du jour au lendemain, j'ai été trop dans les extrêmes et je me suis dit, et c'est un moment, on a fait une conférence YouTube à Londres et il y a une écologiste, si je peux appeler ça comme ça, qui a dit à un moment une phrase qui a vachement résonné en moi, qui était même un mauvais écolo est quand même un écolo. Et fait quand même des choses. Et du coup, ça m'a un peu déjà fait du bien. Ça m'a, même moi, au lieu de me flageller, j'étais en mode, mais en fait, c'est déjà bien ce que tu fais, mais bien sûr, c'est toujours mieux que rien. Fais-le petit à petit, et c'est un peu comme tout. Si tu fais tout dans les extrêmes, et à un moment où tu pètes un câble Mais c'est ce que je me suis toujours tuée à dire aux gens dans le cadre de l'activisme féministe. Le fait d'être féministe, je vais le répéter chaque semaine si c'est nécessaire, mais est féministe toute personne qui veut et considère comme normal une égalité homme-femme. À partir de là, si des gens ne se considèrent pas féministes, écoutez, continuez à vivre dans un autre siècle. Mais en tout cas, parfois on a l'impression, et même en tant que militante visible, que ce n'est jamais assez bien et que du coup il faut surtout rien faire, sinon... Mais en fait, le problème, c'est que quand il y a urgence, et en l'occurrence en matière écologique, il y a vraiment urgence, on n'a pas le temps pour la pureté des choses. Et donc, chaque petit pas de prix est intéressant. Et là, je me tourne vers toi, Flora. Bien sûr. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes végétariennes. Mais c'est ça, il y a beaucoup de personnes végétariennes qui se font défoncer la gueule par les véganes parce que c'est pas assez bien et tout. Et bien sûr que c'est mieux d'être végane, mais c'est déjà bien d'être végétarien. Vous savez, moi on me reproche souvent sur les réseaux sociaux de manquer de cohérence. Alors, ce qui revient souvent, c'est que je suis écolo et que j'ai un iPhone. Ce qu'on voit souvent, mon iPhone dans les médias. Bon, bref. Oui, c'est une incohérence, c'est vrai. Je l'assume totalement. Il y a même plein d'autres incohérences que je fais. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je suis même très imparfaite dans mon approche avec l'écologie. Moi, j'ai pas du tout fait comme toi. J'ai fait vraiment petit à petit. Et pour vous dire, c'est le premier jour du premier confinement. Donc en 2020, c'est pas si vieux, que j'ai décidé que j'arrêtais la fast fashion et d'acheter du neuf globalement. Et encore, tu vois, moi par exemple sur les chaussures, je les achète neuves. Donc je suis une écolo imparfaite. L'incohérence dans le Larousse, ça veut dire l'absence de contradiction. Et l'absence de contradiction, c'est le début du totalitarisme. Je crois pas que la pureté militante nous emmènera nulle part. Je crois que si on veut une écologie dans un cadre démocratique, il faut faire avec les moyens du bord. Et aujourd'hui, malheureusement, les moyens du bord, c'est que le néolibéralisme a encore beaucoup de pouvoir et donc il y a encore des jeans à 5 €, il y a encore tout ça. Et donc tant qu'on n'a pas réussi à régler la situation, tant qu'on n'a pas des solutions politiques, qu'on n'a pas réglé la situation au niveau politique, il faut que chacun prenne sa part, évidemment, puisque l'impact carbone des Français, c'est 1/4 de l'impact du problème. Donc si on se comporte tous bien, on peut régler 1/4 du problème. C'est déjà pas mal. Donc on a intérêt à le faire. Mais on peut pas se juger, se blâmer toute la journée. Moi, je vous le dis, je suis végétarienne parce que j'ai grandi avec une grande sœur végétarienne depuis les années 90. Donc dans ma famille, cette culture-là est... là depuis longtemps, donc c'est sûrement plus facile pour moi que pour les gens qui adorent la viande. Je ne juge absolument pas les gens qui adorent la viande. Par contre, il y a d'autres sujets sur lesquels je suis totalement imparfaite. Et en fait, je crois que le meilleur moyen de progresser, c'est de reconnaître cette imperfection. C'est la raison pour laquelle j'ai rejoint le board d'une association qui s'appelle Aware Collective, où on forme les influenceuses et les influenceurs sur l'éco-responsabilité à l'éco-responsabilité. Et on leur dit certainement pas arrêtez tous vos partenariats, arrêtez. En fait, un bon influenceur est un influenceur qui n'influence pas. Non, parce que dans ce cas, on peut dire ça de tout. Et c'est contre-productif. Au contraire, on leur dit justement, on va faire pas à pas. Est-ce qu'un partenariat avec une marque française made in France, ça vaut la même chose qu'un partenariat avec Chine ? Non. Non. Le partenariat avec Chine, faut pas le faire. Il y en a d'autres qu'on peut faire.
Mais effectivement, c'est très intéressant, je pense, de souligner que la course à la perfection, ça entraîne juste l'immobilisme et que c'est quand même toujours mieux des gens qui agissent plutôt que des gens qui parlent, des gens qui agissent. June, je me tourne vers toi parce que j'imagine que tu es la personne la plus susceptible de connaître des créateurs autour de toi, quand même, des créateurs de mode cette fois-ci et pas de contenu. Est-ce que tu as l'impression qu'il y en a qui en ont juste rien à foutre en fait de l'écologie ? Sans citer de nom, évidemment, on n'est pas là pour... Je pense que oui. Je pense que oui, mais comme dans tous les métiers, comme dans tout, enfin, il y en a plein qui pensent pas parce que c'est quand même très paradoxal. On crée, donc on part du principe qu'on génère, voilà, exactement. Et le but, c'est aussi de vendre, donc de produire. Donc il y en a qui veulent d'abord penser à leur business plutôt que de penser à l'écologie. Après, je pense que de plus en plus ça bouge et de toutes les façons, on est de plus en plus obligés pour justement vendre et produire parce que les gens sont de plus en plus enclins et ont envie de consommer différemment. Du coup, je pense que ça serait un peu idiot, en tout cas, pour les créateurs de nos jours, de ne pas y penser. Oui, ne serait-ce que, même si c'est hypocrite par argument de vente. Jules, toi qui justement essaie de sensibiliser un maximum de personnes, y compris des gens qui ne sont, qui sont tape un petit peu de base. Comment on parle aux gens qui sont inertes, qui font vraiment preuve d'inertie politique, et là en l'occurrence sur la question écolo ? Comment on essaie de les rallier à cette cause ? Il y a une manière de faire qui ne fonctionne pas, c'est de blâmer les gens et de les culpabiliser. Donc il ne faut pas faire comme ça, il faut au contraire embarquer les gens. Pour les embarquer, il y a une autre chose qui ne fonctionne pas, c'est de vendre du moins. C'est-à-dire de dire, on va avoir moins d'habits, moins de possibilités de se déplacer, ça ne marche pas très bien. En réalité, on oublie souvent de mentionner des co-bénéfices au changement. C'est-à-dire des choses qui viennent avec l'évolution des comportements en plus. Et si on se déplace tous autrement, collectivement, l'air sera plus pur et on va avoir plus de santé. Peut-être que de se déplacer en train plutôt qu'en avion, de régénérer le voyage, le temps de trajet comme faisant partie du voyage, ça va permettre plus de rencontres et pas seulement moins de temps ou plus de sérendipité. Et c'est pareil sur tout, c'est pareil sur plus de liens parce qu'on part un petit peu moins loin peut-être, mais qu'on est plus lié à son territoire. Ça peut être plus de soutien à des créateurs locaux ou aux agriculteurs locaux, etc. Donc voilà, la manière dont on traite des sujets, elle importe parce qu'il faut donner envie, il faut créer du désir. On ne change pas sans désir, on est tous mus par des désirs qui sont pour certains innés, d'autres acquis, des désirs physiques, biologiques ou physiologiques et des désirs de comportement, de mimétisme sociaux. Et c'est important de comprendre ça et de faire preuve de beaucoup de pédagogie et de bienveillance. Et ça, c'est pour les personnes, donc évidemment, qui ne s'intéressent pas aux choses tout simplement. Mais là, on va arriver sur la période des repas de famille. D'ailleurs, ce sera le thème de l'émission de la semaine prochaine. Et il y a toujours le cliché du tonton relou du bout de table. Mais là, je me tourne vers les deux personnes à cette table qui, par leurs vidéos pour Maui et finalement par tes créations pour Jude, utilisent quand même l'humour. Comment on fait face à table à l'oncle climato-sceptique qui dit non mais de toute façon le GIEC c'est des conneries, c'est les gauchos qui inventent ça, blablabla. Comment lui répond à cet oncle ? Je sais pas si vous l'avez. Hein. Alors, j'ai pas, mais j'ai un papy. Voilà, mais ça peut être un oncle, un papy. Moi j'ai pas réussi à faire. Je vous avoue, j'ai abandonné. Voilà. Ouais, tu bois un coup et tu oublies qu'il est en train de. Vraiment. Après. Je pense que là, je ne veux pas forcément dire grand-chose parce que j'ai une grand-mère qui a le même âge que le grand-père, qui est très ouverte, bizarrement, sur ces sujets-là, et qui est surtout très curieuse d'apprendre, en fait. Et c'est trop beau de voir que la génération, pas forcément de mes parents, mais celle d'au-dessus, s'intéresse encore plus, des fois, que mes parents qui sont la génération en dessous, quoi. Mais du coup, j'ai pas vraiment... Des fois, je fais des taquets, mais en fait, ça sert à rien de faire des taquets. Ou alors, des fois, j'essaie d'être un peu trop violente. Jules, en fait, ça braque juste les gens. C'est un peu la même chose. C'est pas que je m'énerve et quand je m'énerve, je pense que ça sert à rien. Et même quand on essaie d'éduquer, parfois, ça prend en fait beaucoup de temps. Donc je me dis qu'à force de rétorquer, peut-être au bout d'un moment, ça rentrera. Mais au final, quand on vit pas avec les gens et qu'on les aide pas au quotidien, ça rentre, ça ressort assez rapidement.
Et nous terminons notre discussion, notre long tunnel sur l'écologie et la consommation et la fashion, la mode pour les non-bilingues. Et je vais vous poser une petite question et après on va essayer de rendre l'antenne dans les temps quand même, mais je ne promets rien parce que j'ai très envie de la garder parce que la discussion est passionnante. Autour de la table, quelles sont les personnes qui vous inspirent au niveau écologie ? Et vous avez le droit de dire des gens de votre famille, des potes à vous et tout, hein, mais ça peut être aussi des influenceurs, influenceuses, voilà. Moi, j'ai entendu récemment au gala du Jane Goodall Institute, Jane Goodall parler. Jane Goodall, c'est une éthologue qui, dans les années 60, a été une des premières à étudier le comportement des chimpanzés et des grands singes qui ont un ADN très 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 proche, à 98,6% de celui de l'espèce humaine. Et elle était inspirante à 90 ans. Elle m'a mis des claques, tout simplement, au figuré, évidemment. J'ai trouvé ça très puissant. Mec, défoncé par une Donc, Jane Goodall, écoutez-la si vous On peut pouvez. retrouver, du coup, c'est... Non, elle intervient sans doute en ligne dans les médias. Elle a fait une tournée en France récemment. Et je citerai Camille Etienne, qui a un argumentaire philosophico-éthique intéressant. J'ai lu son dernier livre pour un soulèvement écologique que je recommande aussi, qui est un peu philo. Et en dernier lieu, Aurélien Barraud. Aurélien Barraud, c'est un astrophysicien qui prend souvent la parole dans les médias pour parler de la poésie du monde et de l'écologie. Donc Aurélien Barraud, Camille Etienne et Jane Goodall. Merci beaucoup. Flora, les personnes qui t'inspirent au niveau... tu peux te citer. Hein, non, je, quand même. Tu peux. Je suis pas alors je cite Flora. non, ça va, oui. Non, moi, une personne qui m'inspire beaucoup, c'est une influenceuse qui s'appelle Chamelot sur Instagram, qui s'appelle Charlotte Lemay. Et elle défend ce dont on parlait, c'est-à-dire l'écologie imparfaite, mais aussi désirable. C'est-à-dire que quand on regarde son compte, c'est pas désolée, alors voilà, c'est pas une zadie sans Sarouel. Parce qu'il y a quand même, on va dire les choses. Il y a le côté les grandes gueules de Flora qui est en train de le récit de l'écolo donne pas envie à tout le monde. Et donc moi j'ai un ami, à chaque fois que je le vois, il me dit t'es venu sans ton diabolo. Je n'ai jamais eu ce truc. Enfin, c'est pas du tout mon style. Mais juste, il y a des clichés où on rentre les écolos dans des cases. Plutôt diabolémente, toi. Mais c'est comme tout, c'est que les écolos, les féministes, les machins. Voilà, c'est comme féministe, t'as pas de poils sous les bras. Voilà. Non, je ne suis pas un cliché sur pattes. Je suis un être humain avec ses contradictions. Et je trouve que Charlotte, donc Chamelot sur Instagram, allez la suivre. Elle incarne ça très bien. Et surtout, elle recommande plein de choses. D'ailleurs, c'est Charlotte qui m'a fait passer au shampoing sec parce que j'avoue que j'avais une réticence là-dessus parce que je sais pas pourquoi j'aimais bien me faire mousser la tête et puis elle a toujours les cheveux impec en plus. Et en fait comme elle est glamour, elle est belle, et c'est vrai. Non mais c'est vrai que en tant que femme à cheveux longs, je me disais oh non, le shampoing sec, genre les cheveux tout secs et tout. Et en fait non, pas du tout. Enfin ça c'est des clichés aussi. Et donc trop bien parce qu'elle déconstruit les trucs dans tous les sens. Et je trouve que c'est très habile la façon dont elle le fait. Donc Chamelot sur Instagram. Les personnes qui t'inspirent, toi, Jude ? Moi, c'est une amie qui s'appelle Léa et qui a créé Studio Paillettes. Ah ouais, on la salue. Qui rend justement la mode, encore une fois, et l'écologie désirable aussi, et une autre manière de consommer la mode sans en créer davantage, et ludique et fun et écologique, donc c'est canon. Pour les personnes qui nous regardent sur le live vidéo que vous pouvez retrouver toutes les semaines sur le site Radio France, je porte une tenue qui vient de chez Studio Paillettes et j'ai découvert aussi la marque Maison G. Simone chez Studio Paillettes et effectivement c'est une façon de consommer et de proposer de la mode qui est extrêmement intéressante et on va quand même essayer de se quitter sur une bonne note. Je vais me tourner vers toi Maui en premier. Est-ce que vous avez la sensation que quelque chose évolue? Parce que tout à l'heure, tu n'avais pas répondu à la question puisque j'ai oublié de te la poser. Que ce soit dans les réactions sur les réseaux sociaux, dans les décisions gouvernementales, dans les familles, dans les comportements, dans l'industrie de la mode. Enfin, est-ce que tu as l'impression que quelque chose est en train d'évoluer, enfin dans le bon sens? Ouais, totalement. En tout cas, au niveau de ma communauté et même de mes proches, l'évolution est bien présente. Et les gens... et aussi, c'est drôle de voir aussi les gens qui viennent me poser des questions par rapport à ça, pour comment changer, comment faire pour trouver la seconde main, comment faire pour consommer comme ça ou comme ci. Et c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai lancé une série de vidéos qui s'appelle Ma Wishlist,
encore un petit jeu de mots super Pas piquer des intelligent. hannetons. On se marre sur Qu'est-ce Maui qu'on de Saint-Denis, on se tape des... Waouh, on se fend la poire. Et en fait, c'est pour aller voir, pour donner de la visibilité à des petits créateurs et donner du coup des possibilités au-delà de la seconde main aux abonnés qui me suivent de consommer responsable. Et du coup, je vais montrer un peu les coulisses en fait des ateliers ou même Mais viens chez moi. de beaux projets. Mais tu es dans la liste. Tu attends un petit peu. Mais On va jouer à voilà, Hall donc Johnny. un hall de Johnny. Mais du coup, non, je suis pleine d'espoir par rapport à ça. En tout cas, de mon point de vue et de mon cercle, je vois une évolution, et notamment bien mes parents, mon petit frère qui va en fripe, alors que de base, il était assez réticent. Ma mère a toujours consommé Vinted, elle est à fond là-dessus, donc pas de problème. Et mon père aussi, en vrai. Moi voilà. Bon. Mais effectivement, moi, je vois un changement, en tout cas, côté mode et côté consommation de mes abonnés. Et du coup, si tu devais recommander un petit geste pour la planète à toutes les personnes qui nous écoutent, ce serait de consommer du coup du vêtement seconde main, Vinted, tout ça, que c'est quand même facile au final. Ou et alors que c'est des petites faisable. marques. Tout à fait. Peut-être qu'il faut avoir le budget, certes, mais des petites marques françaises qui sont Ça peut être des pleines trucs de qui tiennent valeurs bien, oui. et des... Ouais. Bah oui. Donc n'hésitez pas à suivre mes vidéos. Et le petit geste que vous recommanderiez autour de la table, Jude, je me tourne vers toi à nouveau. Dans la vie de tous les jours ou Pour l'écologie, pour la planète. avoir une trottinette électrique. Désolée, mais au lieu de prendre sa voiture parce que c'est hyper fun en plus. Mais il faut faire attention et mettre un casque. Il faut vraiment mettre un casque par contre, parce que je connais des gens qui ont fait des sacrées chutes. Moi, la première en fait. Je connais des gens, j'ai un pote qui... Florent, un petit geste pour la planète que tu recommanderais? Dès qu'on s'achète quelque chose, se demander en ai-je vraiment besoin? Moi, ça a tout changé et ça a fait beaucoup de bien à mon compte en banque aussi. Je vous recommande. Parce qu'après, on peut acheter des choses dont on a vraiment envie et besoin. Parce que comme on a mieux économisé, on peut se faire vraiment plaisir. Donc, se demander, ai-je vraiment besoin de ça? Ai-je vraiment besoin d'un énième vêtement, un énième truc? Est-ce que j'ai pas déjà quelque chose qui ressemble à ça dans ma garde-robe? Je rappelle simplement que les Français ont 68% de leur garde-robe qui n'a pas été portée au cours des 12 derniers mois. Donc sur l'année écoulée, on n'a pas mis 70% de nos fringues. What? Mais je crois que c'était un conseil de Marie Kondo d'ailleurs, la fée du rangement, jusqu'à décider qu'en fait c'était compliqué de ranger si bien. C'était une meuf qui donnait des conseils à la terre entière sur comment être minimaliste et tout, jusqu'au moment, je crois qu'elle a eu un enfant, et elle s'est dit en fait c'est compliqué le minimalisme. En fait, j'ai envie de bordel. Ouais, exactement. Elle est devenue moins psychorigide là-dessus. Et elle disait que justement, la technique pour savoir si des fringues devaient être vendues ou données à d'autres personnes, c'était se dire chaque jour, je mets une tenue différente parmi toutes les tenues que j'ai. Et en fait, si je mets pas cette tenue, c'est que j'en ai pas tant besoin. Donc, il vaut mieux. Ouais, et d'ailleurs, le bon conseil, c'est aussi chaque année de faire un tri et de regarder ce qu'on n'a pas mis depuis un an. Et en fait, si vous l'avez pas mis depuis un an, il y a peu de chances que vous l'aimiez ou que vous souhaitiez le remettre. Et puis après vous pouvez commencer à le mettre sur Vinted. Après, je dis juste un truc, attention, Vinted, ça veut pas dire qu'on peut tout acheter, tout revendre et que le problème est réglé. Faut quand même essayer d'acheter. Il peut y avoir un effet rebond. Et il faut quand même. Et ça peut encourager des gens à surconsommer aussi, parce qu'ils savent qu'ils pourront revendre sur Vinted. Ils achètent, ils vendent. Exactement. Voilà. Mais je vous remercie en tout cas pour ces bons conseils de fin, pour cette note aussi positive, et évidemment pour votre présence. On peut vous retrouver tous les 4 sur Instagram pour suivre l'ensemble de votre œuvre. Donc Maui de Saint-Denis avec un 2 en chiffres, Jude Maison J Simone, Jules comme César, et Flora Gebali avec un H entre le G et le E.